Psychosocial, c'est en soi un concept relativement large, parce que c'est finalement l'ensemble des mesures qui permettent de diminuer l'impact du handicap psychique chez les personnes. Donc, ça ne concerne pas uniquement les professionnels de santé ni les professionnels du médico-social, ça concerne la société dans son ensemble, hein, évidemment. Quand on parle de handicap, on parle d'interaction d'une personne avec son environnement et donc avec la société, avec son environnement humain et autres. Par contre, ça se décline avec des mesures assez précises dans le soin et toutes les interventions de réhabilitation psychosociale au niveau sanitaire, elles ont vocation à être validées scientifiquement aussi et à proposer des choses voilà, qui ont fait preuve de leur efficacité. Donc l'ARS Rhône-Alpes initialement a été assez novatrice sur le concept de réhabilitation psychosociale, puisqu'elle a labellisé, c'était la première région Rhône-Alpes, avant qu'on soit Rhône-Alpes-Auvergne. Donc elle a labellisé alors d'abord des centres référents, donc celui de Grenoble donc, que je représente, il y en a un à Saint-Étienne et puis il y en a un à Lyon. Et puis maintenant, la réhabilitation psychosociale et le pratique inter-établissement, il se décline aussi dans le côté médico-social et notamment avec le service rétablissement porté par Initialement, le concept de rétablissement, effectivement, il n'était pas forcément très développé du côté de la réhabilitation psychosociale, mais maintenant on en entend le vocable est beaucoup plus souvent voilà, mis en avant. Des définitions, il en existe beaucoup, et en fait, il n'y en a pas forcément une qui fait consensus et qu'on trouve régulièrement, mais c'est dû au fait que, comme l'a dit Madame Braoudakis, de toute façon, c'est un processus foncièrement unique, singulier, que chaque personne vit pour elle-même. Donc, finalement, il faudrait demander à chaque personne quelle est sa définition du rétablissement. Et d'ailleurs, quand on étudie le processus du rétablissement, en général, voilà, les psychiatres, les psychologues, c'est un peu la méthodologie qu'ils utilisent d'aller demander aux personnes comment eux ils l'ont vécu de leur propre côté. Ceci dit, il y en a une que je peux vous proposer qui non pas fait consensus, mais qui revient souvent et que j'aime bien, qui a l'avantage d'être un peu longue, mais au moins tous les concepts clés ils sont présents. Donc l'auteur qu'il a élaboré s'appelle Anthony. La définition elle date de 1993. C'était aux États-Unis, comme vous l'avez dit. Il faut souvent de l'avance sur certains points. Sur les pratiques en rétablissement, c'est aussi le cas. C'est aussi le cas aux États-Unis. Donc ce qu'il nous dit, c'est que le rétablissement est un processus foncièrement personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses rôles. C'est un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie d'espoir et productive, malgré les limites résultant de la maladie. Le rétablissement va de pair avec la découverte d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, à mesure qu'on réussit à surmonter les effets catastrophiques de la maladie mentale. Donc, dans cette définition, comme je disais, il y a un petit peu tous les aspects clés. D'une part, le fait que c'est foncièrement unique. Et, évidemment, chaque personne vit le rétablissement à sa propre façon, d'une certaine manière. Il y a la question des valeurs qui est importante, il y a la question des attitudes, des sentiments, des objectifs qui sont également uniques et propres à chacun. Et puis, ce qu'on dit, c'est avoir une vie satisfaisante. Mais une vie satisfaisante, c'est chacun, évidemment, sa propre définition également. Très important, c'est que il n'y a pas non plus la négation totale hein, de la maladie ou des troubles psychiques dans cette définition-là, puisque ce qui est important, et ça revient en fait dans toutes les définitions, et toutes les personnes le disent, c'est que pour aussi se rétablir, il faut avoir conscience de ses limitations. Ça ne veut pas dire forcément s'en arrêter là et ne pas chercher à les dépasser, mais certaines personnes disent qu'en se connaissant mieux, il y a la notion aussi de connaissance de soi qui est importante. En se connaissant mieux, on connaît mieux ses limites, mais également ses aptitudes, ses ressources, et c'est comme ça qu'on peut un petit peu déployer toutes ses compétences, toutes ses aptitudes. Donc voilà un petit peu pour la définition du rétablissement. J'en ai une autre également, de Patricia Digan. Alors, c'est un auteur assez connu, également américaine, qui dans les années 90 également a développé beaucoup de choses autour du rétablissement. Elle-même, c'est quelqu'un qui a reçu, quand elle avait 17 ans, un diagnostic de schizophrénie, et puis elle s'est heurtée à l'attitude du monde de la santé, des psychiatres en particulier, très stigmatisante, très fataliste, très alarmiste sur la maladie mentale. Voilà, en lui annonçant que ne pourrait pas travailler, que voilà, d'une certaine manière, son destin était figé. Donc elle-même, elle a ressenti beaucoup de colère à ce moment-là. Elle décrit que c'est la colère qui a été le moteur pour elle hein, de son processus de rétablissement, qui lui a permis d'avancer. Et voilà ce qu'elle dit elle sur le rétablissement.
Donc, le but du processus de rétablissement n'est pas de devenir normal. Le rétablissement est une façon de vivre, une attitude et une façon de relever les défis de la vie de tous les jours. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est une trajectoire qui comprend des moments de recul et des avancées. C'est l'aspiration à vivre, à travailler, à aimer, et ce, dans une communauté à laquelle il est possible de contribuer significativement. Patricia Digan, elle a été à l'origine du mouvement qui se sont appelés aux États-Unis dans les années 80-90 les survivors, les survivants. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour eux, ils s'estimaient survivants, non pas de la maladie, en fait, hein, dans leur définition, c'est pas ça, mais de la manière dont ils étaient traités par la société dans son ensemble et par le système de santé mentale en particulier. Ils estiment qu'ils avaient à se rebeller d'une certaine manière, hein, à militer aussi pour leur propre rétablissement. Donc en fait, survivant, c'est ça, c'est pas survivant de la maladie. Ensuite, comme je vous disais, il y a pas mal d'auteurs qui se sont penchés sur ce concept-là et qui peuvent essayer de mieux en comprendre les tenants, les aboutissants. La méthodologie, en général, c'est d'aller écouter des personnes sur leur propre parcours. Et avec beaucoup de témoignages récoltés, ils arrivent à en tirer un petit peu les aspects les plus importants, ceux qui reviennent le plus souvent. Notamment, un auteur qui s'appelle André Zell a cru trouver dans tous les récits qu'il a pu récolter 4 éléments, ingrédients, entre guillemets, essentiels au rétablissement des personnes qui revenaient très régulièrement. Premièrement, le fait de trouver et de garder espoir. L'espoir, c'est absolument fondamental, évidemment, dans la notion de rétablissement. Le fait de retrouver une identité positive, notamment une identité évidemment qui se dégage du statut de malade, de patient, etc. Le fait de bâtir une vie pleine de sens, trouver du sens à sa vie, hein, c'est très important. Et puis, se prendre en main et être maître de sa vie. Donc, il y a la notion aussi que les personnes se rétablissent d'abord par elles-mêmes, par leur propre volonté, par leurs propres actions. Et puis, tout leur environnement, alors les proches et puis les professionnels de santé dont je fais partie, par leurs attitudes, peuvent tout à fait entraver le processus de rétablissement ou peuvent tout à fait le favoriser suivant la posture qu'ils ont. Ensuite, au-delà de ces quatre ingrédients, entre guillemets, chaque stade dont je parlais, il y a le stade moratoire, le stade de conscience, la préparation, la reconstruction et la croissance. Au stade de moratoire, on décrit que les personnes sont souvent dans une forme de déni, de confusion, de désespoir. Ils ont du mal à repérer un petit peu les éléments essentiels de leur rétablissement. Il y a beaucoup de retrait. Au stade de la conscience, l'espoir commence à se développer, surtout l'espoir dans la possibilité du rétablissement pour les personnes. Au stade de préparation, c'est le début vraiment du travail, entre guillemets, le début du processus où les personnes vraiment vont se mettre en action. La personne peut s'appuyer sur ses valeurs et ses ressources, qu'elle connaît mieux, qu'elle identifie mieux. Elle a également conscience de ses faiblesses ou de ses limitations. Et puis, elle a de plus en plus de liens avec ses pairs, avec son entourage. Au stade de reconstruction, on a la reconstruction d'une identité positive, d'autogestion de la maladie, de la vie avec la maladie, finalement, un petit peu plus d'autonomie et un petit peu moins de dépendance à l'entourage, aux soins, aux accompagnements, etc. Et au stade de croissance, c'est le stade un petit peu ultime, entre guillemets, il y a vraiment la reprise d'une confiance en soi. On parle de résilience, d'optimisme, et la personne arrive à avoir une vie pleine et riche, non pas en n'ayant plus aucune trace de handicap ou de maladie, mais en se connaissant mieux et connaissant mieux ses ressources et ses limitations. Ceci dit, quand j'ai dit c'est le stade ultime, à la fois, comme j'ai dit, il peut y avoir des retours en arrière, entre guillemets, parce que c'est pas des stades qu'on valide comme les étapes d'un jeu vidéo. Hein. Il y a dans la vie, voilà, il peut y avoir des retours en arrière, des avancées, des retours en arrière. Bon, en tout cas, une fois que la personne est au moins passée par le stade voilà, de croissance, ça veut dire c'est sûr qu'elle a ses potentialités en elle et que le rétablissement, voilà, elle l'a connu et il est possible pour elle. Donc là, c'est un petit peu pour l'introduction sur les concepts de rétablissement. Donc la réhabilitation psychosociale, elle n'a pas forcément, comme j'ai dit, initialement et massivement intégré tous ces concepts-là. En fait, la réhabilitation psychosociale, comme j'ai dit, c'est un concept assez large. Du côté du soin, quand on parle de centre de réhabilitation psychosociale, voilà, on est du côté sanitaire, c'est une partie du concept de réhabilitation psychosociale.
ce sont les actions, les interventions du soin qui permettent de diminuer l'impact du handicap psychique chez la personne. Donc, il y a un petit peu des incontournables, hein. Il y a la notion de psychoéducation et d'éducation thérapeutique. Donc, ça, c'est comment mieux connaître, mieux gérer sa vie en autonomie avec sa maladie. Ça passe par mieux connaître sa maladie, mais ça, c'en est qu'un aspect. C'est aussi les compétences psychosociales qui sont incluses, hein, l'estime de soi, la gestion des émotions. Tout ça, c'est inclus dans la notion d'éducation thérapeutique. Et c'est toutes les compétences sur lesquelles les personnes peuvent s'appuyer. D'ailleurs, pas que en santé mentale, hein, mais toutes les personnes qui présentent des maladies chroniques pour mieux gérer, non pas leur maladie, mais leur vie avec leur maladie. Donc, ce n'est pas uniquement centré sur la notion de maladie, de troubles, de médicaments, etc. Ensuite, il y a l'entraînement aux habiletés sociales. Hein, ça, c'est toutes les techniques autour proches du concept d'affirmation de soi, toutes les techniques autour de jeux de rôle qui permettent aux personnes pour qui la communication est compliquée, de progresser sur ce qu'on appelle les habiletés sociales. Ça va être comment faire une demande, comment faire un refus, comment réagir à une demande, comment entamer une conversation, comment mettre fin à une conversation. Pour plein de personnes, ça c'est un petit peu compliqué et quand elles en ont besoin, voilà, il y a des professionnels qui peuvent proposer ce genre de soins. Ensuite, la remédiation cognitive, ça a été un des premiers aspects de la réhabilitation psychosociale qui s'est vraiment développé. La remédiation cognitive, c'est toutes les techniques qui s'adressent aux fonctions cognitives qui peuvent faire un peu défaut chez les personnes. Donc, les fonctions cognitives, ça va être la mémoire, la concentration, et puis ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire l'organisation ou la planification, notamment. Donc, on sait que notamment dans la schizophrénie, il y a environ 70% à 80% des personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là. Et quand c'est le cas, c'est un des sous-bassements, on va dire, du handicap de la personne. Hein, quand on a du mal à se repérer dans le temps, à retenir les choses, à se concentrer, notamment à l'insertion professionnelle ou sociale, on imagine qu'elle va être un petit peu compliquée. Donc, toutes les personnes qui entrent en réhabilitation psychosociale, elles ont un bilan neuropsychologique assez complet qui révèle toutes ces fonctions-là. Non pas simplement pour avoir un diagnostic de voilà, il y a ça qui est défaillant, hein, mais c'est un des aspects qui va permettre à la personne de mieux se connaître, dans les aspects qui fonctionnent bien, les ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer, et puis également les difficultés qu'il peut y avoir, et pas rester au constat des difficultés, puisque donc, on a des moyens d'aide du côté de la remédiation cognitive, comme je le disais. Ensuite, finalement, un des autres piliers des soins de réhabilitation psychosociale, c'est aussi les soins pour les proches, pour les aidants. Pour plusieurs raisons. Là, je vais dire des choses que, évidemment, que vous connaissez tous, hein, mais parce que, d'une part, les personnes qui ont dans leur entourage proche quelqu'un qui souffre de troubles psychiques sont eux-mêmes plus à même d'avoir également des difficultés en termes psychologiques, hein, de troubles de l'humeur, de troubles anxieux, etc. Donc, d'une part, on s'adresse à ces difficultés-là chez les personnes, et en plus, en s'adressant aux proches, secondairement, évidemment, ça rebondit sur l'état de santé mentale de la personne, puisque c'est comme vous l'avez mis un petit peu, la phrase qui est en exergue sur la première diapo, hein, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, mais simplement, je traduirai en disant que les proches malades ont besoin autour d'eux de personnes qui sont solides, et puis en vous occupant de vous-même, vous occupez aussi de votre proche secondairement. Donc notamment, je pense que vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent le programme ProFamille. Et le programme ProFamille, il s'adresse uniquement aux proches. La personne malade n'est pas présente, et malgré tout, ça a des répercussions très importantes. Ça a été montré de manière nationale, même internationale, hein, en termes de diminution du nombre de rechutes et du nombre d'hospitalisations chez les personnes. Donc là, vraiment, on touche à un concept clé, hein, de la notion de handicap, hein, qui est vraiment dans l'interaction, les aspects propres à la personne, hein, sa maladie, ses symptômes, etc. Mais deuxième aspect, c'est toutes les interactions avec l'environnement au sens large, et puis évidemment, les personnes de son entourage naturel qu'elle fréquente tous les jours. Donc, toutes ces interactions-là, elles peuvent ou favoriser le rétablissement, comme je l'ai dit, ou malheureusement ne pas le favoriser.
Donc voilà pour les concepts un petit peu de réhabilitation psychosociale. Donc pour parler un petit peu plus précisément du C3R, j'aime bien toujours un petit peu rappeler l'historique. Donc le C3R, en fait, il a une histoire maintenant de presque 20 ans, qui est un petit peu parallèle à celle du REPSI, qui était initialement le REPI, hein, qui est un peu le pendant du C3R, et c'est la réhabilitation psychosociale plutôt du côté communautaire, alors que le C3R, c'est la réhabilitation du côté sanitaire. Donc initialement, le C3R, c'était l'unité qu'on appelait DACUN, au centre hospitalier Alpizère, hein, c'était une unité d'hospitalisation complète. Il y a eu des lits qui ont été transformés en place d'hôpital de jour, et puis l'hôpital de jour a été fermé. En 2013, on a été donc labellisé centre référent de réhabilitation. En 2015 seulement, on a quitté l'enceinte de l'hôpital. Ça faisait des années qu'on attendait ça, parce qu'évidemment, on ne se rétablit pas, ou on se rétablit en tout cas moins bien, si on est obligé de retourner dans les lieux où on a connu une hospitalisation qui ont été traumatisantes. Donc, on est maintenant basé à Saint-Martin-d'Hères dans des locaux qui accueillent également d'autres structures dépendant du centre hospitalier Alpizère ou du CHU. Également rattaché au centre référent de réhabilitation, donc il y a deux centres experts, le centre expert schizophrénie et le centre expert, alors on disait avant Asperger, maintenant on dit trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Donc ces deux centres, ils proposent des bilans à visée diagnostique et fonctionnelle. Et même si la notion de diagnostic n'est pas fondamentale dans le rétablissement des personnes, parfois en fait c'est un aspect important, c'est même souvent important quand les personnes ne connaissent pas bien de quoi elles souffrent, parfois elles ne connaissent même pas le nom de leur pathologie, parfois elles le connaissent mais elles ne savent pas du tout ce que ça recouvre. Et quand on prend le temps de leur demander, souvent c'est des besoins qui ressortent. Donc le parcours au C3R, il commence d'abord par tout un bilan d'évaluation qui nous permet d'avoir un diagnostic. Donc le diagnostic en réhabilitation, pour le coup, là je ne parle pas du tout du diagnostic médical, mais avoir le diagnostic en réhabilitation, c'est mieux connaître la situation de la personne selon sa propre représentation, connaître ses priorités, connaître ses ressources qui sont déjà présentes, qui sont préservées, connaître ses limitations et puis surtout connaître les moyens, les demandes qu'elle va avoir. Parce qu'avoir une difficulté et même l'exprimer, ça ne veut pas dire en soi qu'on exprime des demandes auprès de la personne. Donc dans tout ce bilan d'évaluation, d'entrée au C3R, un des premiers rendez-vous qui est proposé, c'est ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé en éducation thérapeutique, et que au C3R, on appelle nous le PSI, le plan de suivi individualisé. Donc là, ça va être un entretien assez long, d'environ 1h30, voire 2 heures, où on va chercher dans tous les domaines de la vie, de manière assez exhaustive, cette démarche-là dont je vous parlais, comment ça se passe pour vous, à quel point vous êtes satisfait ou insatisfait, comment vous aimeriez que ça se passe, et puis si entre ces deux, entre comment ça se passe et ce que vous aimeriez atteindre, qu'est-ce que vous avez déjà comme ressources, qu'est-ce que vous imaginez comme ressources, qu'est-ce que vous avez comme limitation, est-ce que vous avez des demandes d'aide. Et tout ça, on fait un petit peu en essayant d'être le plus exhaustif possible, dans la vie quotidienne, le travail, les relations, les loisirs, la gestion des loisirs, les déplacements. On parle même maintenant de spiritualité, de sexualité, tous ces aspects-là sont abordés. Et puis pour être sûr de rien oublier, à la fin, s'il y a encore d'autres aspects qui n'ont pas été abordés, il y a une case blanche pour que la personne aborde les aspects qui sont importants pour elle. Et donc tout ça, c'est vraiment le socle sur lequel on peut développer le parcours de réhabilitation. Quand on n'a pas fait ça, finalement, on a beau connaître très bien le parcours de la personne en termes de soins, en termes d'hospitalisation, en termes de traitement, on la connaît pas vraiment profondément, on ne sait pas voilà, ce qu'elle veut dans sa vie, comment ça se passe pour elle, qui elle a autour d'elle, etc. Donc c'est vraiment indispensable pour savoir quoi proposer à la personne qui va être pertinent au regard de ses priorités. Et évidemment, un des aspects importants en tant que professionnel, c'est de bien se garder de soi-même, avoir des attentes pour la personne. Enfin, évidemment, on a le droit de les avoir, mais en tout cas, devancer une demande, ça va de toute façon être à court terme ou à long terme un échec, puisque si ça ne correspond pas à une priorité pour la personne, évidemment, la motivation ne sera pas là. Donc ça, c'est fondamental, c'est donc le plan de suivi individualisé. Toutes les personnes ont également un bilan neuropsychologique, hein, c'est ce dont je parlais, c'est en partant du principe que souvent, les aspects cognitifs sont une des entraves que les personnes rencontrent sur leur trajet par rapport à leur rétablissement, par rapport à leur objectif de vie. Donc,
C'est important d'aller l'investiguer de manière systématique, et c'est très peu fait par ailleurs en dehors des centres de réhabilitation. Et puis, il rencontre une assistante sociale et une psychologue clinicienne. La psychologue clinicienne, elle va aller regarder un petit peu d'autres aspects qu'on n'a pas forcément ailleurs, hein, dans la personnalité de la personne, dans son passé, etc. Ce qui peut être important à prendre en compte pour la personne. Ensuite, une fois que tout ça est fait, on rencontre à nouveau la personne. Alors, dans l'idéal, avec la personne qui l'a orienté, ou en tout cas l'équipe de soins qui la suit. Et puis là, on convient ensemble, c'est la dernière étape du processus d'évaluation, on convient ensemble de ce qui peut être important à proposer à la personne. Et puis la personne nous dit ce qu'elle retient parmi ce qu'on lui propose, ce qu'elle écarte, ce qu'elle met en priorité, ce qui lui manquerait, c'est tous les commentaires qu'elle veut. Et on commence déjà à planifier un petit peu voilà, comment va se dérouler le parcours de réhabilitation. Sachant que, alors je l'ai pas dit, hein, mais ça fait très longtemps qu'on s'est départi d'un adressage très médical, de médecin à médecin avec un courrier médical, au C3R, et dans les centres de réhabilitation en général, les personnes peuvent s'adresser elles-mêmes, c'est très important. Elles peuvent être soutenues par un proche, évidemment. Ça peut être orienté aussi, évidemment, par un professionnel de soins, ça reste quand même souvent le cas. Mais il est hors de question, évidemment, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, ça paraîtrait incohérent de demander est-ce que ce soit un professionnel de soins, un médecin, un psychiatre qui adresse forcément la personne dans un parcours de réhabilitation psychosociale. Donc voilà, ensuite le parcours se décline de manière très individualisée, hein, avec tous les soins dont je vous ai déjà parlé, mais ceux que j'ai déclinés, c'était pour pas non plus charger mon propos, c'est vraiment le socle indispensable pour tout centre de réhabilitation. Nous, en tant que centre référent, on a aussi beaucoup d'autres aspects qui vont pouvoir être abordés. Il y a des groupes évidemment des groupes de gestion du stress, des groupes d'affirmation de soi, il y a des groupes de méditation de pleine conscience, de psychologie positive. L'insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, elle est travaillée aussi parce qu'on a aussi une job coach. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben voilà, il y a de plus en plus d'aspects de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives de troisième vague, hein, donc en partie voilà, la méditation de pleine conscience. Il y a des techniques qui s'appellent les thérapies d'acceptation et d'engagement, enfin, etc. Donc là, la majorité des interventions se déroulent alors, dans les locaux du C3R, dans un bureau, dans une salle d'activité, mais on essaie d'être aussi le plus possible dans le milieu ordinaire de la personne, le plus écologique. Mais à ce niveau-là, on touche un peu à nos limites, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, mais c'est aussi là aussi l'intérêt d'avoir développé donc des SAMSA orientés rétablissement qui peuvent prendre le relais avec une dimension écologique beaucoup plus marquée, beaucoup plus importante. Donc voilà pour le processus pour le parcours en réhabilitation psychosociale. Autre aspect important, il se déroule pas sur le long cours. Donc on accueille des personnes qui ont des troubles psychiques voilà, chroniques en général, pour lesquels ils ont déjà des soins qui eux se déroulent au long cours en CMP ou avec un psychiatre libéral ou autre. Donc C3R, c'est des parcours d'environ 2 ans maximum. Donc ça va pas être une forme d'assistance, vous l'avez bien compris. Au long cours, dès que la personne a un besoin, on va essayer d'y répondre. On n'est pas du côté de l'assistance ou du côté de pallier au handicap. On est vraiment à essayer d'apprendre à la personne de nouvelles habiletés, de nouveaux comportements, de nouvelles connaissances pour mieux gérer sa vie le plus en autonomie possible. Et puis au bout de 2 ans, quand le parcours s'arrête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de difficultés, il n'y a plus du tout de handicap. Ça veut dire qu'on a proposé à la personne ce qu'on avait lui proposer pour qu'elle se connaisse mieux, pour qu'elle soit plus armée dans son propre rétablissement. Et puis, vous l'avez vu, dans la définition que j'ai donnée sur la réhabilitation psychosociale, on cherche aussi à avoir le moins d'intervenants possible, dans le but toujours de chercher l'autodétermination et l'autonomie pour la personne. Puis on voit souvent revenir des personnes, quand on les rencontre après un parcours de réhabilitation, on est content quand elles nous disent qu'elles se rappellent de telle intervention qu'elles ont eue, dont elles se servent encore, des techniques voilà, de thérapie comportementale et cognitive, des techniques de relaxation, le fait qu'elles ont mieux compris
comment naviguer un petit peu dans tout ça. C'est vraiment voilà, le but qu'on cherche, et puis aussi on essaie rapidement d'éviter de prévenir une forme de chronicisation, de dépendance aux soins. Ça, c'est absolument fondamental. Parce que si les parcours de réhabilitation duraient 5 ans, 10 ans, 20 ans, bah, évidemment, finalement, la notion de réhabilitation et de rétablissement, elle serait complètement diluée dans tout ça, puisque ça supposerait que, en tant que professionnel, on pense que la personne va avoir besoin de nous au long cours, alors que dans la notion de rétablissement, c'est absolument pas le cas. Voilà, ça c'est très important. Et puis, on essaie voilà, dès le début, dès que la personne a une demande, la méthode, elle va être du côté, non pas d'une démarche médicale classique, hein, mais avec un aspect plus fonctionnel, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, bah, tiens, vous avez besoin de l'aide à ce niveau-là, mais pourquoi? Pourquoi ce serait un professionnel qui vous aiderait? Qu'est-ce que vous avez comme ressources? Qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être plus autonome à terme? Voilà, je résume un petit peu comme ça, mais c'est un petit peu l'état d'esprit. Voilà, en réhabilitation, on va chercher l'autonomisation et puis renforcer les ressources de la personne. La conclusion, c'est bah, que peut-être des aspects plus politiques, entre guillemets. Hein, moi, ça fait pas très longtemps que je suis psychiatre, mais j'ai déjà vu une évolution assez positive, qui est trop lente à mon goût, mais il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé mon internat, il y avait pas autant de structures orientées rétablissement, il n'y avait pas des textes qui inclut le terme de rétablissement, comme le décret du PTSM. Le PTSM, ça n'existait pas. Les centres orientés de rétablissement, ça n'existait pas. Combien de personnes peuvent bénéficier de l'accompagnement du C3R et combien de refus faute de place? On n'a pas un nombre limite de personnes qu'on peut accompagner, parce que tout dépend en fait des besoins des personnes. Et des refus faute de place, on n'en fait pas. Alors, on priorise au C3R les situations des personnes les plus jeunes, hein, clairement, parce qu'on a dit qu'on était beaucoup dans la prévention et qu'on essaie d'intervenir le plus tôt possible. Donc ces profils-là sont priorisés. Et puis ensuite, on a une liste d'attente qui est très variable, très fluctuante, suivant les périodes. Comme le groupe Pro-Famille ou d'autres, hein, il y a des groupes pour les familles, il y a évidemment d'autres groupes aussi qui existent. Par contre, si effectivement, il y a des choses des points sur lesquels on peut être vigilant pour favoriser le rétablissement de ses proches. Hein. C'est notamment d'insister sur les ressources, d'insister sur ce que la personne fait bien, sur ses potentialités, sur ses envies aussi. Pas tenter de la convaincre de son propre point de vue, pas essayer de la forcer, entre guillemets, à aller vers l'établissement plus vite que ce qu'elle ne voudrait. Prendre le temps, enfin, je dis des généralités hein, peut-être, mais voilà, prendre le temps de l'écouter, écouter ses priorités, ses choix de vie. Tout ce que j'ai dit sur les pratiques orientées rétablissement du côté des professionnels, bah, on peut l'adapter aussi aux proches, à l'entourage familial notamment. Également Antoinette Pirello qui est dans le public, qui est la directrice du Centre de lutte contre l'isolement et prévention du suicide, c'est ça, le CLIPS, qui est situé en place de l'Étoile à Grenoble, qui dit qu'elle peut accueillir les aidants qui ont besoin d'un soutien psychologique avec des psychologues, des accueillants, des animateurs d'ateliers. Voilà, donc ne pas oublier aussi cette ressource.